Mettre mes trucs ici. Ben oui. Ça, puis d'abord. Ah, bonjour. Ça fait 17 mois que le gouvernement libéral est en poste. Ça fait 17 mois que j'ai l'honneur d'être le chef intérimaire du Bloc québécois. Eh bien, pendant ces 17 mois, j'ai pu constater que le Québec, ça n'existe juste pas au fédéral. Ottawa se fout éperdument du Québec. Ottawa ne travaille pas en fonction de nos intérêts. Ce message-là, on l'a dit, on l'a redit, répété et répété encore, mais le même constat nous revient tout le temps, en plein visage. Nos façons de faire, nos besoins, nos atouts propres ne sont jamais pris en considération. J'aimerais ça, avoir un discours strictement positif. J'aimerais ça dire qu'Ottawa va travailler sans relâche pour le Québec, dans l'intérêt de notre monde, mais c'est pas le cas. C'est bien plate, mais c'est comme ça. Avant, on avait le gouvernement Harper qui n'en avait que pour Calgary. Maintenant, on a le gouvernement Trudeau qui n'en a que pour Toronto. Dans un cas comme dans l'autre, le Québec est mis de côté. Et plus souvent qu'autrement, quand Ottawa avance, il faut que le Québec recule. Pourtant, le Québec, c'est une nation profondément créative, novatrice. Une nation de patenteux, de débrouillards, de créateurs. Dans un environnement économique où la technologie amène des mutations rapides, l'avenir appartient aux sociétés créatives et innovantes, au secteur de pointe. À cet égard, on se distingue du Canada, dont l'économie est plutôt conservatrice. Face à des défis environnementaux majeurs, l'avenir est à l'économie verte et aux ressources renouvelables. Encore là, au Québec, on se démarque du Canada, dont l'économie est axée sur le pétrole. Dans un contexte de mondialisation, l'avenir appartient à la maîtrise de nos leviers de décision, à l'agriculture de proximité, aux sociétés qui peuvent se développer selon leur génie propre. Encore une fois, le Québec se distingue du Canada, dont l'économie repose essentiellement sur des filiales d'entreprises étrangères dans le domaine de la fabrication et des méga-fermes exportatrices en agriculture. Face à des changements économiques rapides qui bousculent toutes les sociétés, l'avenir appartient à celles qui ne laissent pas des régions entières périclitées, qui stimulent la participation des femmes au marché du travail, qui éduquent les jeunes et qui soignent ces malades. Face aux grands défis qui confrontent la planète, c'est le Québec qui est du côté des solutions. C'est le Québec qui s'appuie sur des secteurs qui gagneront en importance. L'avenir, c'est au Québec. Pendant qu'Ottawa mise sur le pétrole et l'automobile, le Québec, lui, mise sur l'énergie verte, les nouvelles technologies, l'économie du savoir. Et que vous pensez qu'Ottawa va s'inspirer de notre savoir-faire? On en doute. Tout porte à croire qu'Ottawa s'apprête à présenter un budget qui cherchera à combler les faiblesses du Canada en innovation plutôt que de stimuler nos forces sur un budget qui étrangle les provinces et qui impose dans les champs de compétences du Québec et des provinces des programmes qui ne relèvent pas du fédéral. Bref, pour tout dire, on s'attend, encore une fois, à un budget qui ne tiendra pas compte du Québec, qui ne tiendra pas compte des intérêts du Québec. C'est un autre budget aux dépens du Québec. C'est pour éviter cela que nous présentons aujourd'hui nos attentes. On ne se fait pas d'illusions. Ottawa nous montre depuis déjà très longtemps que le Québec n'est pas sa priorité. Mais on a des idées. Et les Québécois que nous avons rencontrés, ils en ont des idées. Nos attentes, elles sont réalistes, elles sont chiffrées et correspondent aux besoins du Québec. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à notre critique en matière financière, Gabriel Sainte-Marie. Merci. Merci, Réal. Donc, on est pas mal fiers aujourd'hui de présenter nos attentes budgétaires qu'on va présenter au gouvernement en espérant être attendus. Donc, d'abord, un mot sur l'état des finances. Dans les semaines qui viennent, vous allez être inondés de chiffres, tous plus gros les uns que les autres. Il y en a qui parlent de déficit de 30 milliards, de déficit jusqu'en 2050, de situation financière très difficile.
faut pas se laisser avoir. L'an dernier, le gouvernement annonçait un déficit de 30 milliards. Pas plus tard que le mois passé, le directeur parlementaire du budget nous donnait les vrais chiffres. Le gouvernement va finir l'année avec un déficit de 20 milliards et demi. 9 milliards de moins. Ça, c'est un vieux truc qu'on connaît. Les libéraux le connaissent aussi. Paul Martin l'a utilisé pendant 10 ans. Il commence par dire que les finances sont catastrophiques. Ça leur permet de dire non au Québec et aux provinces. Puis après ça, en fin d'année, on se rend compte qu'ils avaient exagéré. Mieux encore, ils se pètent les bretelles en disant qu'ils sont des bons gestionnaires. Mais les résultats, ils sont catastrophiques. La dernière fois, ils ont presque mis le Québec en faillite. Les mises à retraite massives en santé, là, ça vous dit quelque chose? Moi, je m'en souviens. Puis, autant vous dire, là, c'était de la petite bière comparée à ce qui nous attend. Parce que depuis, la population a vieilli. Couper de moitié la hausse des transferts, comme les libéraux veulent nous l'imposer, ça nous mène dans un vrai gouffre. Puis c'est pas moi qui le dis, c'est le directeur parlementaire. Il faut que les transferts suivent la hausse des coûts, sinon c'est pas viable. Ça va se faire sentir graduellement, mais dans quelques années, le fédéral va se mettre à engranger les surplus. Puis les provinces n'arriveront même pas à refinancer leurs dettes. Ce qui nous pend au bout du nez, là, c'est ni plus ni moins que l'implosion de nos services publics. Puis ça, on peut pas accepter ça. On aura beau penser ce qu'on veut du ministre Barrette, mais dans ce cas-là, il a raison. Ottawa met en péril nos services en santé. Puis les ingérences qu'il veut faire un peu partout en santé, que ce soit en santé mentale, en soins à domicile, ça vient encore plus déstructurer le réseau. Il faut maintenir la hausse à 6 % encore quelques années. Quand Ottawa sera rendu à payer le quart de la facture, comme le disait le rapport Romano, là présentement, on veut monter à 25, là on est à 22 %, bien, rendu là au quart, il pourra se contenter de suivre l'augmentation des coûts, c'est-à-dire un peu moins de 5 %. Mais là, il n'y a pas juste la santé, il y a aussi l'éducation. Pour les transferts en éducation, il n'y a jamais eu de réinvestissement. Ça, j'en sais quelque chose. Avant la politique, là, j'étais prof au cégep à Joliette, puis chargé de cours à l'UQAM. Puis je peux vous le dire, les classes sont toujours plus grosses. Les universités remplacent les profs par les chargés de cours, à contrat, à statut précaire. C'est pas comme ça qu'on prépare l'avenir. Là aussi, il faut que le fédéral se mette à hausser les transferts de 6 %. Ça, avec 6 % par année, là, au bout de 7 ans, on va être revenu au niveau d'avant les coupes. Dans le temps où il y avait des profs dans nos universités. Bon, maintenant, parlons d'économie. Comme l'a dit Réal, le Québec est le moteur technologique du Canada. On a une économie de pointe. On est fort dans les secteurs d'avenir, dans les énergies renouvelables. Il y a l'aéronautique, ça on le sait. Le Québec joue dans le cours des géants, comme Seattle, comme Toulouse. Mais ce qu'on voit moins, c'est qu'il y a plein de petites pousses un peu partout. Des start-up dans le multimédia, l'intelligence artificielle, on est les champions là, dans le jeu vidéo, les technologies de l'information. Au Québec, Réal disait on est patenteux, c'est vrai, on est créatif. Puis au Canada, au contraire, c'est une économie de filiales. Ça, c'est pas très innovant. Ce qui fait qu'on n'a pas les mêmes défis. Nous, on veut garder nos entreprises. Le Canada, lui, il s'en fout. Ce qu'il veut, c'est attirer plus de filiales. Nous, on veut soutenir nos entreprises de pointe. Ottawa veut compenser le fait que les entreprises canadiennes sont peu innovantes. C'est pas pantoute la même affaire. On l'a vu avec Bombardier. Ottawa a accouché d'une souris après avoir bretté pendant plus qu'une année. Puis ça, c'est pas nouveau. La politique industrielle fédérale, c'est incroyablement mal adapté à la réalité québécoise. Pas d'investissement pour les projets de recherche des entreprises. Pas de capital de risque. Pas de capital patient. Rien niet. Il y a quelques années, c'est le pharmaceutique qui avait goûté à la médecine d'Ottawa. Quand on arrivait à Ville-Saint-Laurent, il y en avait du cerveau au pouce carré. Ottawa a arrêté d'investir dans le développement des nouvelles molécules. C'était pas bon pour le Canada from coast to coast to coast, comme ils répètent tout le temps en chambre, là. C'était juste bon chez nous. Puis ça, ben, ça a l'air qu'ici, ça compte pas. Au bout de 3 ans, tous les grands laboratoires pharmaceutiques montréalais avaient fermé. Tous. Là, et présentement, là, il y a une partielle dans Saint-Laurent. J'espère que le monde va se souvenir que les libéraux leur ont coupé les jambes. Bref, nous, là, on veut une politique économique qui tienne compte de notre réalité économique. Ça a l'air logique, là, mais pas ici, on dirait. Hein? Nous, on est les plus techno au Canada, parmi les plus technos sur le continent. Ça n'a pas de bon sens qu'on soit pas les plus prospères. Ça, c'est juste parce qu'on est dans le mauvais pays. Autre sujet, il y a aussi notre électricité propre qu'on pourrait mieux utiliser. Puis si Ottawa nous donnait un coup de pouce en ce sens-là.
Hein? Un peu plus de rénovation, aider les rénovations qui évitent de gaspiller le chauffage. Puis les primes à l'achat de voitures électriques ou hybrides. Ottawa, dans ce sens-là, devrait faire comme Québec, c'est ce qu'on demande. Parce que chez nous, c'est là qu'on est rendu. On n'a pas besoin de construire Muskrat Falls pour avoir de l'électricité. On est rendu à utiliser notre électricité propre pour se déplacer. Bon, j'accélère. Les infrastructures. Ça marche pas du tout, les programmes du budget de l'année passée. Ottawa veut se mêler de tout. Il veut approuver tous les projets un par un, ce qui fait qu'on est paralysé. Comment voulez-vous relancer l'économie si Ottawa reste assis sur son argent? Il y a aussi l'assurance-emploi. Les libéraux auront beau dire qu'ils aiment la classe moyenne, mais la classe moyenne, ils la laissent tomber. Celui ou celle qui perd son emploi, ben, il n'y a plus d'assurance. Ottawa l'a saccagé. Puis nos régions. La forêt qui risque de manger un coup très dur dès le mois prochain avec la reprise du conflit du bois d'œuvre. Faut pas les laisser tomber. Puis on l'entend beaucoup là en région, Internet haute vitesse, c'est important. Il y a les infrastructures fédérales qui tombent en ruine. Puis nos agriculteurs, puis nos producteurs laitiers, nos petits fromagers, qu'on aime tellement. Puis il y a les Autochtones aussi. Hein, ils vivent le même problème qu'on voit pour les infrastructures. Ottawa a annoncé des milliards, mais le gouvernement reste assis sur son coussin. On peut pas tout régler d'un coup, là, mais il y a des choses qu'on peut faire rapidement. Nous, pour les Autochtones, on dit 10 000 logements, c'est dans l'heure de mort. Bon, comme vous voyez, c'est pas les besoins qui manquent, ce sont pas les besoins qui manquent. Ce ne sont pas les ressources qui manquent non plus. Hein, le gouvernement est assez riche pour laisser les banquiers partir avec 7 milliards dans les paradis fiscaux, leur donner ça en cadeau. Je peux pas croire qu'il peut pas prendre la moitié de cet argent-là pour répondre aux besoins du Québec. Si on coupe le système de santé, c'est pas parce qu'il est obligé. S'il laisse tomber notre économie, c'est pas parce qu'il est obligé. C'est parce qu'il a choisi de faire tout ça. Puis ça, évidemment, ce sont de très mauvais choix. Donc, je vous remercie. Concernant les transferts en santé, de toute évidence, le gouvernement fédéral semble fermé à l'idée de les augmenter à 6 % par année. Je veux savoir, à votre avis, est-ce que c'est mieux que le Québec ait une entente avant le prochain budget ou qu'il n'y ait pas d'entente du tout, quitte à retarder, mais avoir une meilleure entente éventuellement? Ben, écoutez, c'est sûr que si Québec peut s'entendre avec Ottawa sur les transferts en santé, on ne demande pas mieux, là. L'accordéon, mon père disait, c'est toujours beau. Alors, tu sais, mais pour ça, pour qu'il y ait une entente, encore va-t-il falloir qu'Ottawa fasse preuve de bonne foi, là. Alors, pour l'instant, on n'en est pas là. On est assez loin, là, comme nous disait Gabriel, du rapport Romanov, là, qui chiffrait à un minimum de 25 % les besoins en matière de santé, là, que le fédéral devait compenser aux provinces. On est loin de ça, puis on va en diminuant plutôt qu'aller en augmentant. Alors, y aura-t-il une entente? Oui, on le souhaite. Il y en a une avant? Tant mieux. J'en doute. Peux-tu rajouter? Oui, ben oui, Gabriel. Hein. Moi, je déplore vraiment la stratégie d'Ottawa, là. Hein, nous autres, on la nomme la nuit des longs scalpels, là. C'est de diviser province par province, essayer de négocier à la pièce. Comme le Devoir le disait, finalement, selon les chiffres extrapolés, ce qui donne la première année, c'est pas grand-chose. Il faudrait que les provinces continuent à faire bloc, là, celles qui sont pas sauvées tout seules. Puis il faut aller le chercher, là. C'est le directeur parlementaire du budget qui le rappelle. La dette au fédéral, là, dans quelques années, ça va être réglé. C'est au niveau des provinces, ça va être la faillite. Puis ça pour régler ça, là, ça commence par le financement de la santé, là. Donc, il faut qu'ils agissent là-dedans. Est-ce que c'est mieux d'avoir une entente, quitte à ce que ce soit une moins bonne entente, une entente moins généreuse avant le prochain budget, ou de ne pas conclure d'entente du tout? La hauteur de ce que devrait être une entente, là, on va laisser ça à Québec. C'est à Québec de faire ces demandes. Quant à nous, là, le seuil minimum, c'est Romanov. En bas de ça, au Bloc québécois, on ne sera pas satisfait. Maintenant, je veux pas, moi, là, jouer les troubles-fêtes des négociations qu'il peut y avoir entre Québec et Ottawa, mais je vois pas comment Ottawa peut justifier moins que ce qu'il y avait dans le rapport Romanov. Il n'y a aucune façon raisonnable de le faire. Maintenant, la négociation, on n'en est malheureusement pas parti. Le gouvernement, selon ce qu'on prévoit pour le budget, c'est une espèce de ménage dans les crédits d'impôt pour aider, donner un coup de pouce à la classe moyenne. Est-ce qu'il y en a, vous, des crédits d'impôt que vous avez identifiés qui devraient sauter ou inversement des crédits d'impôt qui devraient être ajoutés ou mis de l'avant? Mm-hmm. Ben là, moi, je vais me concentrer plus sur les entreprises. Ce qu'on demande dans nos attentes, là, c'est de reconnaître la haute technologie.
Là, par exemple, le ministre Morneau là, va annoncer là, un financement supplémentaire pour les PME, là, un partenariat avec les grandes banques canadiennes. Mais ce qu'il faut, c'est des mesures spéciales, des crédits d'impôt pour la haute technologie. Les start-up, ça prend du capital patient, ça prend du capital de risque. Ça ferait une différence pour l'économie du Québec. Après ça, l'aéronautique, les programmes d'aide existants, Bombardier est trop gros, il cadre pas dedans. Ça, c'est ce qui va vraiment donner un coup de pouce à l'économie du Québec. Après ça, les crédits d'impôt pour les individus, je vois pas de mesures hyper importantes. Pour nous, la priorité, c'est vraiment au niveau des entreprises, ce qu'on vient de dire. Pour la haute technologie, reconnaître la particularité du Québec. Sinon, dans une perspective plus continentale, on parle beaucoup de l'influence que pourrait avoir l'administration Trump, les libéraux qui auraient attendu pour essayer de voir quelles sont leurs attentes pour concocter leur budget. Est-ce que ça vous inquiète, ça? Est-ce que vous achetez l'argument qu'on attend beaucoup de voir ce que Trump va faire avant d'accoucher de notre budget? Écoutez, c'est sûr que le gouvernement doit tenir compte de la réalité mondiale là, quand il adopte des budgets. On ne peut pas travailler en vase clos. Mais de là, il ne faudra pas non plus que ça devienne le gouvernement américain qui dicte les budgets canadiens. Ça, quant à moi, ce ne serait pas acceptable. Qui en tiennent compte, je veux bien, là, mais comme l'histoire des réfugiés là, qui arrivent aux frontières, il y a un afflux important dans les derniers mois, dans les dernières semaines. Faut en tenir compte là, dans les budgets. Ça, on l'a demandé, entre autres. Là, c'est bien beau de dire on va les accueillir. Je pense que oui, c'est correct. Au Québec, on est une nation généreuse. On est heureux d'accueillir des gens qui arrivent d'ailleurs, des gens qui ont de la difficulté. On est heureux de les aider. Mais de là à dire on ouvre les frontières, venez-vous-en, puis il y a des conséquences à ça. Là. Il faut être capable de satisfaire à ces demandes-là, ces besoins-là. Et on veut qu'Ottawa investisse en santé. Alors, l'accueil, c'est un détour pour revenir à votre question, l'accueil des nouveaux arrivants qui augmente, des réfugiés qui augmentent là, semaine après semaine. Ici, là, il y a des conséquences importantes au Québec. Donc oui, dans le budget, ça devrait se refléter. On s'attend des transferts vers Québec en matière de santé. On le disait là, à l'instant qu'il fallait que les transferts reviennent au seuil minimal établi par la commission Romanov, qui n'était pas une commission souverainiste indépendantiste québécoise. Là. Alors, et c'était 25% minimum. C'est pas un maximum, c'est un minimum. Et là, on est de loin en deçà de ce minimum-là. Et on ajoute des besoins en accueillant des réfugiés semaine après semaine aux frontières. Alors, il faut satisfaire à ces besoins-là. Donc, oui, ça a un impact. La décision politique qui est prise à Washington a un impact sur les dépenses canadiennes. Oui, M. Trudeau doit en tenir compte dans son budget. Maintenant, encore une fois, il faut juste faire la part des choses. Il ne faudrait pas en venir à une situation où Donald Trump écrit le budget canadien. J'ai répondu à la question de ma collègue tout à l'heure. Dans les crédits d'impôt aux personnes, est-ce qu'il y en a que vous n'auriez pas d'inconvénient à ce qu'ils disparaissent? Sur le détail, écoutez, peut-être préciser votre question. De quel crédit d'impôt à quel crédit d'impôt vous faites allusion? Sportive, artistique des enfants, il y en a une panoplie. Je pense qu'il y a des crédits d'impôt qui sont là. Écoutez, la façon de répartir la charge fiscale là, peut varier d'un gouvernement à l'autre. Je pense que c'est là la marge de manœuvre d'un gouvernement. Là, mais nous, quant à nous, c'est clair que ce que Québec paye au fédéral actuellement, c'est beaucoup plus que ce qu'on reçoit. Alors, ça, c'est sûr que s'il y a des coupures au niveau des crédits d'impôt, il faut les compenser. Comment? C'est un peu difficile pour moi aujourd'hui de vous dire je serais d'accord pour une coupure sur un crédit d'impôt. Je ne sais pas ce qui serait donné en contrepartie. Mais dans l'ensemble, il faut que les mesures restent les mêmes. Les familles ont besoin d'être supportées. Les crédits d'impôt qu'on donne actuellement aux familles, c'est un minimum. Là. Les familles québécoises ont besoin de ça pour survivre. Alors, s'il y a des coupures, ils vont devoir être compensés. Sinon, je pense qu'il faut suivre là, les demandes là, actuelles. Si je peux compléter, les crédits actuels, on n'est pas contre leur maintien. Puis vraiment, là, on n'a pas mis l'accent sur ça dans nos attentes prébudgétaires. Comme je vous disais, c'est pour les entreprises. En novembre dernier, quand le gouvernement a fait sa mise à jour, là, son mini-budget, là, par exemple, il a sabré dans quelque chose là, de grave. C'est le crédit d'impôt pour les étudiants postsecondaires, là, pour frais de livres puis frais d'études. Il a dit, on coupe ça, mais on va compenser par la bonification de l'aide financière aux études. Au Québec, cet argent-là allait dans le fonds consolidé.
Finalement, les étudiants ont gagné auprès de Québec, les étudiants du Québec, en disant on veut que ça revienne à l'aide financière là, en bourse. Sauf que nous autres, là, on a regardé les chiffres, puis ça balance pas. Puis il manque, là, c'est plusieurs centaines de millions. Si on prend juste pour le Québec, là, avoir aboli ces crédits-là, c'est 200 millions. Puis ce qui donne à Québec, Ottawa, c'est 80 millions. Il manque 120 millions. Fait que ça, là, c'est un scandale. Puis c'est sur le dos des étudiants. On voit, ils financent pas suffisamment l'éducation postsecondaire. Puis là, en plus, les étudiants, ils perdent 120 millions au Québec. Puis au fédéral, là, dans l'ensemble du Canada, ça représente une perte de 440 millions. Mais le 120 millions qui est perdu, c'est parce que Québec n'en a pas remis ou parce qu'Ottawa n'a pas donné assez? Ottawa ne donne pas assez. En fait, c'est des transferts, là. On s'entend que l'éducation, c'est une compétence des provinces, c'est une compétence du Québec, et on ne veut pas que le Canada, que le fédéral vienne jouer là-dedans. Mais les transferts en éducation, comme les transferts en santé, sont pas au rendez-vous, hein. Alors, et le fédéral intervient de façon différente en donnant ces fameux crédits d'impôt-là. On veut bien, mais comme Gabriel l'a dit, là, ces coupures-là là, ont un impact important pour les étudiants. Alors, dans un monde idéal, là, que le fédéral transfère cet argent-là à Québec et que Québec puisse administrer ces programmes d'aide aux étudiants comme la gestion des hôpitaux. Mais pour l'instant, c'est pas là qu'on est. Vous ne voyez pas le besoin de faire un ménage dans les crédits d'impôt pour particuliers? Parce que l'argument aussi, c'est que les gens qui ont les moyens de se payer des comptables, les gens qui savent où aller chercher les crédits d'impôt, sont souvent les gens qui sont les plus fortunés, donc qui en profitent encore plus au détriment de ceux qui sont au bas de la classe moyenne, ouais, qui tentent de s'y joindre. Ça, c'est un fait que les mesures fiscales doivent être adaptées aux besoins de la population. Et effectivement, dans la situation actuelle, là, il y a des gens, on parle beaucoup ces temps-ci de KPMG, là. Alors, il y a des gens là, fortunés qui trouvent le moyen de ne pas payer d'impôts, alors que monsieur et madame tout le monde, là, au moment où on se parle, là, le 9 mars 2017, ils sont en train de faire des rapports d'impôts puis de s'arracher les cheveux pour savoir comment est-ce qu'ils vont faire pour payer ce qu'ils doivent payer au gouvernement fédéral, au gouvernement provincial, les taxes municipales, tout ça est en jeu. Mais pendant ce temps-là, il y a ces gens-là d'un côté là, de la clôture, puis de l'autre côté de la clôture, il y a des millionnaires qui réussissent à ne pas payer d'impôts. C'est inacceptable. Alors oui, vous avez raison, il faut peut-être qu'il y ait un ménage de fait là-dedans, mais je pense qu'il faut regarder dans notre cours. Quand on pense que... Ce que je veux dire, c'est que c'est pas une priorité. Pour nous, la priorité... Pour nous, la priorité, c'est de faire le ménage dans la façon de gérer les impôts ici au Canada. Quand on voit un ministre des Finances, du Revenu, là, qui n'est pas en mesure de prendre des poursuites criminelles contre KPMG, mais qui donne des contrats, hein, on subventionne une entreprise, le KPMG, on lui donne pour plus de 92 millions de contrats, hein, avec le gouvernement, on fait de la formation pour les employés de KPMG. Là. On engage du monde au ministère du Revenu, on les forme, puis quand ils sont rendus bons, ils s'en vont travailler chez KPMG pour aider des gens fortunés à ne pas payer d'impôts, pour mettre en place une structure, là, le fameux système à l'île-Lemans, là, où on leur permet de transférer des revenus dans un paradis fiscal à l'île-Lemans, puis retour en dividendes non imposables. Ça, c'est ça que notre ministère du Revenu fait. Subventionne, donne des contrats à cette entreprise-là, forme les employés de cette entreprise-là, s'assure que ces entreprises-là ne payent pas d'impôts. C'est chumé, là. Et pendant ce temps-là, monsieur, madame, tout le monde travaille à faire des rapports d'impôts puis s'arrache les cheveux pour payer ses impôts. Alors oui, il y a un ménage à faire, mais le ménage, il faut qu'il commence par en haut, là. Qu'on lâche un peu, là, les contribuables avec les petits crédits d'impôts qu'on peut donner à gauche par à droite. C'est pas là qu'elle est l'argent. L'argent est chez KPMG, chez les clients de KPMG. Une précision sur les garanties de prêt pour le bois d'œuvre. Est-ce que vous avez un montant, vous avez identifié un montant qui serait souhaitable, qui serait requis? Oui, on a ça dans le budget. Non. Ouais, ça, c'est ce que l'industrie forestière, Fédération québécoise des municipalités, tout le monde demande, c'est toutes les taxes que les Américains vont mettre à la frontière, ben qu'il y ait des garanties de prêt qui viennent combler ça pour permettre aux industries de survivre. Aussi, j'aurais eu un ajout sur la question de Mme Marquis tantôt, au niveau là, de ce qui se passe aux États-Unis, puis le budget ici. Nous, on s'attendait à ce que le budget soit déposé beaucoup plus tôt que le 22 mars cette année, parce que les provinces, là, il n'y a pas eu d'entente sur les transferts en santé, donc les provinces n'ont pas les chiffres pour faire leur propre budget. On s'attendait à ce que le gouvernement ici présente ça d'avance pour les accommoder, mais là, il
ils se servent de l'excuse des États-Unis pour pas agir puis pour retarder. Il y a pas d'enjeu majeur là avec les États-Unis qui excusent ça. Là. Moi, je pense que c'est un faux excuse. Oui, comme Réal disait, ça va prendre plus. Il faudrait réengager davantage de gardes de gens à la frontière. Annuler les coupes qui ont été faites, ça on le demande, là. On a de besoin. Si aux États-Unis, dans quelques mois, ils baissent les impôts des entreprises, ben je vous rappellerai que les impôts que les entreprises payent au Canada est déjà beaucoup moins élevé que ce qu'on paye aux États-Unis. Donc oui, l'économie, c'est dynamique, là, il faut réagir à ce que font les autres, là, mais je pense que c'est une béquille, un faux argument pour repousser le budget. Il n'y avait pas de besoin à cet effet-là. Un autre sujet, M. Fortin, l'adoption du projet de loi S-201 hier soir sur la discrimination génétique. Vous êtes parmi les rares députés qui avaient voté avec les quelques ministres. Le projet de loi a finalement été adopté tel quel, sans amendement. J'aimerais avoir vos réactions. Ben, c'est un peu triste. Écoutez, sur le fond, si vous me posez la question, je pense c'est clair au Bloc québécois qu'on n'est pas en faveur là, de rendre obligatoire les tests génétiques. On est contre ça, viscéralement contre ça. Maintenant, ce qui est important pour nous, c'est le respect des champs de compétences là-dedans. C'est assez étonnant que le gouvernement fédéral ait décidé de respecter les champs de compétences des provinces dans ce dossier-là, mais c'est le cas. Alors, on était d'accord avec eux là-dessus. Je pense qu'il faut être cohérent, puis je suis prêt à admettre, moi, que la décision du gouvernement de dire on va respecter les champs de compétences des provinces était la bonne décision. C'est la raison pour laquelle on s'est opposé à ce projet de loi-là tel quel. Mais donc, le projet de loi est adopté. Oui. Tel quel, oui. Sans amendement. Qu'est-ce qui devrait être fait maintenant? Ben là, ça va être aux provinces de prendre le relais, là. Il y a cette interdiction-là. Quant à moi, il m'apparaît assez clair, puis là, sans aller dans le détail, là, il y a des fiscalistes qui se pencheront là-dessus, pas fiscalistes, mais plutôt des constitutionnalistes. Mais je pense que les dispositions qui doivent être, les dispositions qui veulent modifier le droit contractuel applicable au Québec sont pas constitutionnelles, ne respectent pas les champs de juridiction. Alors, c'est aux provinces, par exemple, en matière de contrat d'assurance, là, puisque c'est surtout là où c'est surtout ça qui est le sujet dans ce projet de loi-là. C'est aux provinces de modifier le Code civil pour que des dispositions comme celle-là s'appliquent. Est-ce qu'elles vont le faire? En tout cas, on va voir ce que Québec va faire. Quant à moi, Québec pourrait réagir et je souhaite qu'on occupe ce champ de compétences-là qui est le nôtre. On verra. Réagir. Vous voulez dire quoi? Faire une contestation constitutionnelle devant les tribunaux ou plutôt modifier son code civil? Tout peut être fait, là. C'est parce que, bon, moi, j'ai des opinions là, sur le fond de la question, mais au-delà de mes opinions sur le fond de la question, je dis que c'est un champ de juridiction des provinces. Alors, Québec pourrait dire, moi, je considère que c'est anticonstitutionnel, cette disposition-là, adoptée par le Parlement fédéral, et que le contester devant les tribunaux. Ça pourrait être une compagnie d'assurance qui décide, qui conteste cette disposition-là en disant on n'est pas assujetti à ça puisque la disposition est elle-même anticonstitutionnelle. Alors, il y a différents processus judiciaires qui peuvent être mis en place. Là, je ne commencerai pas ce matin là, à élaborer les différentes possibilités. La question, c'est vous, à quelle enseigne logez-vous? Moi, l'enseigne à laquelle je loge, c'est de dire que ça concerne les provinces. C'est un domaine qui est dans le champ de juridiction des provinces. Le gouvernement fédéral devrait respecter les champs de juridiction des provinces. Alors, la loi, elle a été adoptée hier, que vous le vouliez ou non, elle a été adoptée. Moi, je vous demande maintenant, qu'est-ce que vous voudriez voir arriver? Est-ce que vous voudriez que Québec conteste dans les tribunaux ou que Québec se plie à cette loi et modifie son code civil? Non, moi, je laisse Québec décider de ce qu'ils vont faire. Ce que je dis, c'est qu'il y a une possibilité, Québec peut contester cette disposition-là. Maintenant, est-ce que Québec va le faire ou pas? Ça, c'est la décision que Québec prendra. Merci à vous. Bonne journée. Mais oui, mais c'est parce que vous êtes politicien, M. Fortin. C'est parce que c'est pas le but.